הנה מה tov umanaim shevet achim gam yachad. Combien il est agréable d'être ensemble assis, frères et sœurs. Diane Loeb, présidente de la conférence des présidents. Malcolm Hoenlein, vice-président, mon ami. William Deroff, directeur général. Chers amis, tous venus de loin. Alors que le monde a les yeux collés aux frontières ukraino-russes en se demandant quel virage va prendre l'histoire, nous en Israël, un des États les plus stables de la région, nous gardons un œil sur la frontière russo-ukrainienne et un autre tourné vers Vienne où les discussions entre l'Iran et les forces internationales ont lieu. Nous regardons Vienne et nous sommes très préoccupés par ce que nous y voyons avoir lieu. Pour Israël et ceux qui recherchent la stabilité au Proche-Orient, le deal à venir tel qu'il semble risque véritablement de créer davantage de violence ou de créer un Proche-Orient bien plus instable. Il ne fait aucun doute que les États-Unis est et restera notre ami le plus fort et le plus proche. Mais en fin de compte, il s'agit de nous qui vivons dans la région, nous ici en Israël, qui porterons et souffrirons des conséquences de cet accord. Pour être sûr que notre position n'est pas automatique, nous ne sommes pas contre tout accord quel qu'il soit en tant que tel, mais beaucoup de ceux qui ont soutenu l'accord du JCPOA à l'époque sont très inquiets sur l'accord à venir maintenant. Et quand nous discutons de ces questions avec nos amis aux États-Unis, nous sommes tous d'accord sur le diagnostic. En effet, l'Iran est à une phase très avancée de son projet d'enrichissement d'uranium. C'est un fait. Ils ont dépassé un seuil après l'autre, une ligne rouge après l'autre, y compris avec l'enrichissement à 60% et donc déjà en avril dernier. Voilà donc la situation que les deux plages de l'Atlantique nous avons hérité. C'est ce qui a lieu et voilà la situation. Ça ne sert à rien de s'accuser réciproquement ou mutuellement sur le passé. Nous devons relever les défis qui sont aujourd'hui en jeu. Le problème le plus important avec l'accord actuel, c'est que les clauses dans 2 ans et demi de conclusion, eh bien 2 ans et demi, c'est un laps de temps très court. Et avec cet accord, dans 2 ans et demi, l'Iran pourra librement développer, installer et faire fonctionner des centrifugeuses très avancées. Selon l'accord tel qu'il est écrit aujourd'hui, dans 2 ans et demi seulement, ils pourront mettre en place des champs de la taille d'un champ de football pour préparer des installations nucléaires et ce sera parfaitement légal. En même temps, comme prépaiement, l'Iran va recevoir maintenant des dizaines de milliards de dollars. On va dégeler leurs avoirs et auront l'accès à de nombreux marchés. Beaucoup de ces sommes d'argent vont être directement investis dans des moyens pour attaquer Israël, pour attaquer nos alliés et même pour attaquer des soldats américains au Proche-Orient. C'est ce qu'ils font dès à présent. C'est ce qu'ils font chaque semaine. Aujourd'hui, cette semaine même, le rial a été déprécié. Il est au plus bas dans son histoire. Et nous allons maintenant leur envoyer des dizaines de milliards de dollars pour refinancer leur système de terrorisme. Je voudrais souligner 3 points que nous devons prendre en considération à propos de cet accord. Comme je l'ai déjà dit, cette clause de conclusion, la clause qui dit que dans 2 ans et demi, ils n'auront plus à geler le développement de l'enrichissement par centrifugeuse de l'uranium, permettra à l'Iran d'arriver très rapidement à l'enrichissement au niveau militaire. Et le temps qui nous reste jusqu'à ces 2 ans et demi, ils n'ont même pas besoin de détruire les centrifugeuses qu'ils ont récemment déjà développées.
Deuxièmement, le point suivant est un point que l'Amérique n'a pas été encore d'accord d'accepter. Le régime iranien veut que l'on ouvre les documents à l'AIEA, c'est-à-dire des enquêtes qui ont été menées pour vérifier les possibles dimensions militaires. En anglais simple, ça veut dire que l'Iran, en fait, a caché et cache toujours des matériaux reliés à l'arme nucléaire, et ces inspecteurs qui travaillent très dur de l'AIEA ont surpris l'Iran la main dans le sac, et l'Iran exige maintenant que ces inspecteurs-là fassent comme s'ils avaient oublié ce qu'ils avaient vu, qu'ils effacent en fait leurs souvenirs. Vous savez, comme dans Les Hommes en Noir, vous vous souvenez du film? Eh bien, je tiens à l'expliquer. Imaginez une ville avec un assassin qui est en liberté, et il y a un détective qui travaille dur, très dur depuis des mois, et qui a enfin trouvé cette personne et qui détient une arme illégale. Alors le shérif vient et dit à ce détective: laisse tomber, il n'a pas d'arme, et tu peux fermer le dossier. Fais comme si rien n'était jamais arrivé. Non seulement c'est un problème parce que l'arme est toujours là, même si on veut prétendre l'ignorer, mais imaginez ce que ressent cet inspecteur, ce détective. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'AIEA si l'Iran s'en sort comme ça? Est-ce que l'AIEA est un organisme politique? Certainement pas. C'est une organisation professionnelle qui a pour objectif de mettre en lumière la réalité, la vérité, quelle qu'elle soit. Et si on permet des considérations politiques pour dire aux inspecteurs « oubliez tout ce que vous avez fait, c'est plus important », eh bien, ce serait un choc très profond pour l'AIEA. Nos amis en Amérique nous disent qu'ils sont fortement opposés à cela, et j'espère que cela sera en effet le cas. Le troisième point de cet accord, qui va permettre d'envoyer des milliards de dollars dans les opérations terroristes iraniennes. Les Irans ont des représentants au Yémen, en Irak, au Liban, en Syrie, à Gaza. Alors imaginez simplement qu'ils vont avoir davantage de drones, davantage de possibilités de lancer des attaques, davantage de missiles tournés vers Israël et vers nos alliés à travers ses représentants. Et maintenant, avec plus encore de culot, l'Iran a encore une demande. En plus de tout cela, ils exigent maintenant d'enlever de la liste l'IRGC. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un instant. L'Iran nous demande de permettre à la plus grande organisation terroriste sur terre tranquille, c'est-à-dire de considérer cette organisation terroriste et dire « mais non, c'est pas une organisation terroriste », faire comme si. Voilà leur dernière demande. La nouvelle. Alors, mes amis, cet accord présente de nouveaux défis pour la sécurité d'Israël et pour nos amis. Je suis très clair sur les défis que ça va créer et sur les problèmes qui y sont. Mais je vais être très clair, d'une manière ou d'une autre, je n'ai aucun doute sur le fait qu'Israël vaincra, quelles que soient les circonstances auxquelles nous nous affrontons. Ça, je vous le garantis. Nous avons développé une stratégie autour de cet accord. Nous pensons que l'accord va rendre les choses beaucoup plus difficiles, mais on est là. Oui, cet accord va enrichir ce régime terriblement brutal et corrompu, mais ce n'est que temporaire. Vous savez, si moi j'étais un investisseur, et je n'ai pas le droit d'investir puisque je suis Premier ministre, l'Iran serait le dernier endroit du monde où j'investirais. Quel mauvais investissement dans ce pays instable.
Le rial dévalué plus que jamais, un régime totalement corrompu et pourri. Personne avec l'esprit clair ne pourrait investir dans un tel pays dont la plus grande part de l'exportation, c'est le terrorisme. C'est le service numéro 1 et le produit numéro 1 qu'ils exportent, c'est ce terrorisme. Et d'un autre côté, regardez Israël. Israël est plus fort que jamais. Israël est actuellement à un rythme de croissance de 8% en 2020. Avec les dernières vagues du Covid, notre économie continue à croître et embellir. Nous sommes plus compétitifs que jamais, moins réglementé que jamais. Nous avons fait passer un budget après des années sans budget. Notre technologie de pointe bat tous les records. Et voilà, c'est là d'où je viens dans ma vie antérieure avant de commettre l'erreur fatale d'entrer en politique. Nous avons aujourd'hui plus d'hommes et de femmes arabes qui sont dans notre force de travail. Nous intégrons les femmes et les hommes. Nous assurons la stabilité politique après 4 campagnes électorales. On a enfin réussi à prendre la décision de sortir Israël de ce trou et nous allons mieux que jamais. Et je tiens à vous dire que nous construisons aussi des capacités militaires sans précédent. Nous devons être de loin la nation la plus forte de la région, avant tout le monde. C'est notre devoir d'assurer la sécurité de notre population tout en étant un allié fiable pour nos amis. Donc vous voyez tous ces défis qui nous attendent, mais nous en serons dignes. Je veux être très clair. Israël n'acceptera pas l'Iran. Je vais être bien clair en fait. Israël, donc, n'acceptera pas l'Iran comme force nucléaire ou au seuil nucléaire. Et nous avons une position et une ligne rouge claire et non négociable. Israël maintiendra toujours sa liberté d'action pour se défendre. Ce gouvernement, depuis le premier jour, a fait sa priorité de se tourner vers le monde pour restaurer et améliorer les relations avec nos voisins. Dès mes premières semaines en fonction, j'ai rencontré le roi Abdallah, le président Sisi, Nbizé et maintenant le président du Bahreïn. Nous renforçons nos amitiés dans la région. Nous sommes aussi engagés à œuvrer de concert avec tous les partis des États-Unis, comme ça a toujours été le cas dans le passé. Cette semaine, j'ai rencontré des milliers d'officiels des États-Unis, démocrates et républicains, ensemble. Israël devient à nouveau bipartisane. Et malgré certains différends autour de cet accord, et ce sont des différends qui sont clairs et nous ne les cachons pas, nos relations avec mon très bon ami, le président Biden et son administration resteront des relations proches et très robustes. Nous allons continuer à nous concentrer sur la sécurité d'Israël. Nous allons dire, et encore plus important, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour assurer cette sécurité. Merci, Toda Rabba. I'm going to take some questions. Okay, so I'm here. Due to time constraints, Mr. Prime Minister. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous aurez 3 questions qui seront posées sur les sujets qui intéressent notre conférence et les représentants dans cette salle. Première question. Israël récemment a refusé de coopérer avec le Conseil des droits de l'homme dans son enquête sur le conflit avec Gaza. Cette commission, comme vous le savez, est bien financée et se mesure à des questions sur les frontières d'Israël après des rapports d'ONG ces dernières années pour délégitimer Israël en l'accusant d'apartheid. Comment est-ce qu'Israël va combattre ces accusations et quels sont les messages que nous pouvons ramener chez nous en Amérique autour de ces questions de délégitimation et d'accusation d'apartheid? Je convierais ces ONG et ces organisations
à venir à nos réunions de cabinet en Israël, cabinet ministériel, où ils verront le gouvernement le plus diversifié de l'histoire d'Israël, avec des juifs et arabes siégeant, avec des religieux et des laïcs, avec la droite et la gauche, travaillant ensemble. Je les convierai à venir à la Cour suprême d'Israël pour voir les juges arabes de la Cour suprême. Je les convierai à venir dans les rues d'Israël pour voir qu'en Israël, on travaille tellement dur pour donner de meilleures occasions et plus larges à tous les enfants, filles et garçons en Israël, quelle que soit leur origine. Moi, je suis responsable de tous les enfants d'Israël, quels qu'ils soient juifs ou arabes. Et c'est dur, ça n'est pas facile. Mais je crois qu'Israël ne se tient pas sur les frontières de la Belgique ou de la Suisse. Nous sommes dans un quartier avec des voisins tels que le Hezbollah, le djihad islamique et le Hamas, Daesh, que Dieu nous en préserve, mais ils sont encore à nos frontières, Daesh. Alors, en même temps, nous construisons cette magnifique tour de démocratie, d'ouverture, d'un État juif magnifique qui fournit des droits égaux à tous ses citoyens. Alors, maintenant, ils ouvrent de nouvelles organisations pour les financer parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'accusations d'Israël et des Juifs récemment. Alors voilà ce que nous faisons. Nous nous levons. Nous parlons haut et fort. Chacun d'entre vous doit le faire. Voilà ma demande de chacun de nos amis, où qu'ils soient, parler. Ne vous laissez pas impressionner, ne racontez pas les choses plus roses qu'elles ne sont. Dites simplement la vérité à propos d'Israël. Et la vérité à propos d'Israël, c'est que c'est un miracle remarquable de démocratie dans le lieu le plus dur de la terre. Et nous devons en être fiers et nous devons nous battre pour le défendre et ne jamais renoncer.